Cette nuit, je vais te confier une chose que l'un des plus grands esprits de tous les temps a refusé de croire jusqu'à sa mort, une chose qu'il jugeait si troublante, si contraire au bon sens, qu'il y voyait la preuve que notre compréhension du monde restait incomplète. Et pourtant cette chose est vraie. Elle a été mesurée, vérifiée, et prouvée dans le laboratoire les plus soignés que l'humanité ait jamais construit, jusqu'à ne plus laisser la moindre échappatoire. Voici ce dont il s'agit. Il existe, dans la matière même, une manière pour deux particules d'être liées l'une à l'autre par un lien si intime que, une fois ce lien tissé, elles cessent d'être deux choses séparées pour ne plus former qu'une seule réalité indivisible, même si on les éloigne l'une de l'autre. On peut les emmener aux deux bouts d'une ville, aux deux bouts d'un pays, et même, en principe, aux deux extrémités de la galaxie. Rien n'y fait. Le lien demeure. Et si tu mesures l'une des deux, si tu l'interroges sur ce qu'elle est, alors l'autre, aussitôt, à l'autre bout de cette distance, se trouve fixée dans un état qui répond au tien, comme si elle avait su, à l'instant même, ce que tu venais de faire à sa jumelle. Ce phénomène porte un nom, l'intrication quantique. Et c'est peut-être le fait le plus étrange que la science ait jamais établi. Pour que tu saisisses vraiment ce qu'il a de vertigineux, il faut d'abord que je te fasse renoncer à une image si naturelle que tu la portes en toi sans même le savoir. Tu te représentes le monde comme un immense assemblage de petites choses bien distinctes, chacune posée à sa place, chacune possédant à tout instant des propriétés bien définies. Une bille est ici ou là, elle tourne dans un sens ou dans l'autre, elle a telle couleur, telle vitesse, et tout cela est vrai d'elle à chaque instant, que tu la regardes ou non. Le monde, dans cette vision, est fait de choses qui sont ce qu'elles sont, sans rien devoir à nous, et qui, une fois séparées par l'espace, n'ont plus aucune influence immédiate les unes sur les autres. Pour agir sur une chose lointaine, il faut lui envoyer quelque chose, une poussée, une onde, un signal, qui met un certain temps à la rejoindre. Cette façon de voir, on pourrait l'appeler l'idée de séparation. Ce qui est loin est vraiment séparé, vraiment autre, vraiment coupé de ce qui est ici. Elle nous paraît aller de soi. Elle est le fondement muet de tout notre sens commun. Et c'est bien elle que l'intrication vient ébranler. Mais avant d'en arriver là, il me faut te faire descendre dans le monde des choses minuscules, ce monde des atomes et des grains de lumière où les lois ne sont plus celles de notre expérience ordinaire. Car l'intrication ne se comprend pas si l'on n'a pas d'abord goûté à l'étrangeté plus fondamentale encore d'où elle jaillit, et qui s'appelle la superposition. Laisse-moi te la présenter sans hâte, car tout le reste en dépend. Dans le monde qui t'entoure, une pièce qu'on lance retombe sur pile ou sur face, jamais sur les deux à la fois. Une porte est ouverte ou fermée. Une chose est dans un état ou dans un autre, et si tu ne le sais pas, c'est seulement par ignorance. L'état existe déjà, tu ne fais que le découvrir. Le monde des particules, lui, ne fonctionne pas ainsi. Une particule peut se trouver dans ce qu'on appelle une superposition, c'est-à-dire dans un mélange de plusieurs possibilités à la fois, non pas parce que nous ignorons laquelle est vraie, mais parce qu'aucune n'est encore vraie, parce que la particule n'a tout simplement pas encore de réponse définie à la question qu'on pourrait lui poser. Prenons un exemple concret, celui d'un grain de lumière, ce qu'on nomme un photon. La lumière, tu le sais peut-être, peut vibrer dans une certaine orientation, comme une corde qu'on secoue de haut en bas, ou de gauche à droite, ou selon n'importe quel angle entre les deux. Cette orientation, on l'appelle la polarisation. On peut fabriquer des filtres qui ne laissent passer que la lumière vibrant dans un sens donné, et arrêtent celle qui vibre dans le sens perpendiculaire. Ce sont les mêmes filtres qui, dans certaines lunettes de soleil, coupent les reflets. Or voici l'étrangeté. Un photon isolé, quand il arrive sur un tel filtre, ne fait pas la moitié du chemin, ne passe pas à moitié. Soit il passe tout entier, soit il est arrêté tout entier. Il n'y a pas d'entre-deux pour un grain unique. Et si sa polarisation ne coïncide ni avec le sens qui passe, ni avec le sens qui bloque, mais tombe quelque part entre les deux, alors il n'existe aucune réponse déterminée à l'avance. Le photon a une certaine chance de passer, une certaine chance d'être arrêté, et ce n'est qu'au moment où il rencontre le filtre que le sort en est jeté, d'une manière que rien, absolument rien, ne permet de prédire à coup sûr. Avant la mesure, il n'était ni passant ni bloqué. Il était dans les deux possibilités enlacées, en superposition. Si cette idée te semble trop abstraite pour qu'on y croie, laisse-moi te la rendre presque palpable par une autre expérience, l'une des plus célèbres de toute la physique, qu'on peut décrire sans une seule formule.
Imagine une cloison percée de deux fentes fines et parallèles, deux minces fentes verticales très proches l'une de l'autre, et, derrière, un écran qui garde la trace de tout ce qui vient le frapper. On envoie alors, un par un, des grains de lumière vers cette cloison, en prenant bien soin de n'en lancer qu'un seul à la fois, si bien qu'à aucun moment deux grains ne se trouvent ensemble dans l'appareil. Chaque grain, en arrivant, marque l'écran d'un point minuscule, comme une goutte laisse sa marque. Et l'on s'attendrait, en toute logique, à voir se dessiner deux bandes lumineuses, l'une derrière chaque fente, puisque chaque grain, se dit-on, a bien dû passer par l'une ou par l'autre. Or ce n'est pas ce qui arrive. À mesure que les grains s'accumulent, point après point, ce n'est pas deux bandes qui apparaissent, mais toute une série de bandes claires et sombres alternées. Un motif rayé qu'on appelle une figure d'interférence, et qui ne peut se produire que si quelque chose est passé par les deux fentes à la fois, pour se recombiner ensuite. Chaque grain de lumière, à lui seul, est donc passé par les deux ouvertures en même temps, comme une onde qui se serait partagée, avant de venir marquer l'écran en un seul point. Voilà la superposition rendue visible. Un unique grain qui emprunte deux chemins d'un coup, tant que nul ne le surveille. Et pour couronner l'étrangeté, voici ce qui se passe si l'on cherche à surprendre le grain en flagrant délit, si l'on place tout près des fentes un petit guetteur capable de dire par laquelle il est passé. À l'instant où l'on épie ainsi le chemin, où l'on force le grain à répondre par où il passe, la belle figure rayée s'évanouit, et l'on retrouve les deux banales bandes qu'attendait le bon sens. Le seul fait de regarder, de mesurer, de contraindre la particule à choisir un chemin, suffit à détruire sa superposition et à la ramener dans le rang. Retiens bien cela, car c'est une clé pour toute la suite. Dans le monde quantique, mesurer n'est pas un geste neutre qui se contenterait de constater ce qui est. Mesurer change ce qui est, l'acte d'observer participe à ce qui advient. C'est cette leçon, apprise sur un seul grain, qu'il te faut garder à l'esprit quand nous en reviendrons, dans un instant, à nos deux particules intriquées, car tout le mystère naîtra de ce que fait une mesure à ce qui n'était pas encore décidé. Cette idée est déjà si contraire à notre intuition qu'il te faut peut-être t'arrêter un instant pour la laisser se déposer. Ce n'est pas que la particule cache sa réponse. C'est qu'elle n'a pas de réponse, tant qu'on ne la lui arrache pas. Le hasard, ici, n'est pas le voile de notre ignorance, il semble tissé dans l'étoffe même du réel. Et c'est là ce qui a divisé les plus grands savants du XXe siècle, les uns tenant ce hasard pour une propriété véritable de la nature, les autres, dont Einstein, refusant de croire que le monde pût être, au plus profond de lui-même, indéterminé. Une phrase est restée de lui, que l'on cite souvent, où il disait en substance qu'il ne pouvait se résoudre à penser que la nature joua aux dés. Garde bien cette querelle en tête, car c'est elle qui va nous conduire, tout à l'heure, au cœur de notre histoire. Maintenant que tu tiens l'idée de superposition, je peux montrer comment naît l'intrication, car elle en est comme le prolongement à deux. Imagine, au lieu d'un seul photon, deux photons créés ensemble, au même instant, par un même processus, par exemple lorsqu'un atome, en libérant de l'énergie, émet d'un coup deux grains de lumière. Ces deux photons, parce qu'ils sont nés du même événement, ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Certaines lois, celles qui gouvernent leur naissance, imposent des relations entre eux. Il peut arriver, par exemple, que la nature exige que leur polarisation soit toujours accordée, ou toujours opposée, sans pour autant fixer laquelle des deux orientations chacun prendra. Et voilà ce qui se produit alors, et qui n'a pas d'équivalent dans notre monde. Chacun des deux photons, pris seul, demeure dans une superposition, sans polarisation définie. Si tu mesures l'un d'eux, tu obtiens un résultat livré au hasard, imprévisible, ni plus ni moins que pour un photon solitaire. Mais leurs deux hasards, à l'un et à l'autre, ne sont plus séparés. Ils sont liés. Si la loi de leur naissance veut que leur polarisation soit accordée, alors, quand tu mesures le premier et que tu trouves qu'il vibre dans un sens donné, tu peux être certain que le second, mesuré de la même façon, vibrera dans le même sens, quand bien même il se trouverait à des kilomètres. Non parce qu'il portait cette réponse en lui depuis le début, mais parce que, au moment où le premier a choisi, le second a choisi en accord, comme s'il n'était qu'une seule chose répartie en deux endroits. Ce mot que je viens d'employer, une seule chose répartie en deux endroits, est peut-être la meilleure image que je puisse t'offrir de l'intrication. Deux particules intriquées ne sont pas deux objets qui s'envoient des messages, ni deux jumeaux qui se ressembleraient par hasard. Elles forment un unique système, un seul état du monde,
qui n'est pas fait de la somme de deux états séparés. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire ce qu'est vraiment le premier photon sans parler en même temps du second. Leur réalité est commune, partagée, entrelacée. Celui qui a donné à ce phénomène son nom, un grand physicien dont on se souvient surtout pour une expérience de pensée mettant en scène un chat, disait que ce n'était pas là un trait parmi d'autres de la théorie quantique, mais le trait qui la sépare tout entière de la physique d'avant, celui qui en fait quelque chose de tout à fait nouveau. Le mot qu'il forgea, dans sa langue, signifiait à peu près enchevêtrement, entrelacement, et c'est ce que nous rendons en français par intrication. Ce même savant est resté célèbre pour une petite fable qu'il inventa afin de montrer à quel point ses idées, poussées jusqu'à notre échelle, deviennent absurdes. Il imagina un chat enfermé dans une boîte close, avec un dispositif diabolique relié à une particule qui, elle, se trouve en superposition, indécise entre deux états. Selon que la particule bascule d'un côté ou de l'autre, le mécanisme libère ou ne libère pas un poison, et le chat vit ou meurt. Mais tant que la particule demeure dans sa superposition, sans réponse tranchée, alors, à en croire la lettre de la théorie, le chat lui-même devrait se trouver dans un mélange des deux sorts, ni tout à fait vivant ni tout à fait mort, jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte et qu'on regarde. Ce savant ne croyait pas, bien sûr, qu'un vrai chat pût être dans un tel état. Il forgeait cette image pour souligner combien il est troublant d'étendre au monde de tous les jours les règles du monde quantique. Ce que je veux que tu retiennes de cette fable, c'est le rôle qui joue le lien entre la particule et le chat. Leurs sorts sont noués l'un à l'autre, intriqués, si bien qu'on ne peut plus parler de l'un sans parler de l'autre. L'intrication, c'est cela même, porté entre deux particules, deux destins tissés ensemble, dont on ne peut défaire les fils. Il faut aussi que tu saches que ce mot d'intrication ne désigne pas une chose rare ni un cas de laboratoire exotique, mais une manière d'être qui, dès qu'on y prête garde, se révèle à l'œuvre partout dans le monde des atomes. Chaque fois que deux particules interagissent, se rencontrent, s'influencent, elles tendent à s'intriquer, à mêler leurs états, à devenir un seul système entrelacé. C'est même la règle plutôt que l'exception. Dans le monde quantique, les choses qui se touchent gardent la mémoire de ce contact sous la forme d'un lien qui les unit par-delà la séparation qui suivra. Si le monde de tous les jours ne nous en montre rien, si nous n'y voyons que des objets bien distincts et bien séparés, c'est pour une raison que nous éclaircirons plus tard, tenant à la fragilité extrême de ces liens dès qu'ils se frottent au vaste monde. Mais dans son étoffe la plus fine, la réalité est cousue d'intrications, traversée de fils invisibles qui relient ce qui s'est un jour rencontré. Garde cette image en réserve, elle prendra tout son sens à la fin de notre nuit. Reprenons, car je veux que ce point soit clair comme de l'eau. Tu as deux photons intriqués, l'un que je garderai près de nous, l'autre que nous confions à un voyageur qui l'emporte très loin, mettons de l'autre côté de la mer. Tant que personne ne les mesure, aucun des deux n'a de polarisation définie, ils flottent tous deux dans leur superposition. Puis nous mesurons celui qui est resté près de nous. Le sort tombe, il vibre, disons, dans le sens vertical. À cet instant même, l'autre photon, loin là-bas, cesse lui aussi de flotter et se trouve fixé dans le sens accordé au nôtre. Si nous avions trouvé l'horizontale, l'autre serait tombé sur l'horizontale. Notre résultat, à nous, était livré au pur hasard. Nous ne pouvions pas le choisir ni le prévoir. Mais quel qu'il fût, l'autre lui a répondu, sans délai perceptible, par-delà toute la distance. Et c'est cela, exactement cela, qui a paru si insupportable à Einstein. Car comment le photon lointain a-t-il su? Comment a-t-il pu s'accorder à un résultat que rien, chez lui, ne préparait, et qui n'a été décidé qu'ici, à l'autre bout du monde, au moment de notre mesure? C'est ici que notre histoire prend le tour d'un duel, l'un des plus beaux qu'ait connu la pensée humaine, un duel qui n'opposa pas des armées mais des idées, et qui mit face à face deux des plus grands physiciens de leur siècle. D'un côté, Albert Einstein, celui-là même qui avait révolutionné notre vision de l'espace et du temps, et qui pourtant, devant la théorie quantique, éprouvait un profond malaise. De l'autre, Niels Bohr, le maître de l'école qui tenait cette théorie pour complète et définitive. Pendant des années, ces deux hommes s'affrontèrent avec courtoisie et acharnement, chacun tâchant de démontrer que l'autre se trompait. Einstein ne contestait pas que la théorie quantique fit des prédictions justes. Cela, on ne pouvait le nier, les expériences le confirmaient sans cesse. Ce qu'il refusait, c'était l'idée que cette théorie décrivit la réalité tout entière,
jusqu'au fond. Il pensait qu'elle était juste mais incomplète, qu'elle réussissait comme réussit une statistique, en prédisant bien les moyennes sans connaître le détail de chaque cas, et qu'il devait exister, sous elle, une réalité plus fine, plus déterminée, dont elle ne nous donnait qu'une vue brouillée. Pour porter le fer au point le plus sensible, Einstein s'associa à deux collègues plus jeunes, un homme nommé Podolsky et un autre nommé Rosen, et, ensemble, ils publièrent un raisonnement qui devait rester célèbre, qu'on désigne aujourd'hui par les initiales de leurs trois noms. Leur but n'était pas de nier l'intrication, dont ils tiraient au contraire tout leur argument, mais de s'en servir comme d'un levier pour montrer que la théorie quantique laissait échapper quelque chose de réel. Leur raisonnement, dépouillé de sa technique, tenait à peu près en ceci. Voici deux particules intriquées, très éloignées l'une de l'autre. Je peux mesurer la première, et grâce au lien qui les unit, en déduire aussitôt une propriété de la seconde, sans avoir touché à cette seconde en aucune façon, sans l'avoir dérangée le moins du monde. Or, disait-il, si je peux connaître avec certitude une propriété d'un objet lointain sans le perturber en rien, c'est que cette propriété était réelle, qu'elle existait déjà en lui, sans rien devoir à ma mesure. Un élément de réalité, disait-il, correspond à ce que je peux prédire à coup sûr sans troubler la chose. Donc cette propriété du second photon devait être déjà inscrite en lui. Mais la théorie quantique, elle, prétend que ce photon n'avait aucune propriété définie avant la mesure. Donc, concluait-il, la théorie quantique passe à côté de quelque chose de réel. Elle est incomplète. C'était un raisonnement redoutable, mené avec une rigueur admirable, et il reposait tout entier sur une hypothèse que les trois hommes tenaient pour évidente, si évidente qu'ils la formulaient à peine. Cette hypothèse, c'était que ma mesure ici ne peut rien changer à la réalité de l'objet là-bas, du moins pas sur le champ, pas à distance, pas sans qu'un signal quelconque ait eu le temps de faire le voyage de l'un à l'autre. Autrement dit, l'hypothèse de séparation dont je te parlais au début. Ce qui est loin est vraiment séparé, et ne peut être affecté à l'instant même par ce qu'on fait ici. Einstein y tenait avec une force particulière, car il était l'auteur de la théorie qui avait établi que rien, dans l'univers, aucune influence, aucun signal, ne peut voyager plus vite que la lumière. Une action qui traverserait l'espace sans délai, qui joindrait deux points éloignés dans le même instant, lui semblait un fantôme, une superstition indigne de la physique. C'est là qu'il employa, un jour, dans une lettre, cette expression qui est restée, dans sa propre langue, Spukhafte Fernwirkung, que l'on traduit par action effrayante à distance, ou action fantôme à distance. Il ne pouvait admettre que le monde recelât une telle chose. Pour lui, l'explication devait être bien plus sage. Les deux particules portaient depuis leur naissance, cachées en elles, des instructions déjà écrites, qui déterminaient à l'avance ce que chacune répondrait à chaque mesure. On appelle cela des variables cachées. Selon cette idée, il n'y a nul mystère, nulle action fantôme. Les deux photons sont comme deux voyageurs à qui l'on aurait remis, avant leur départ, deux enveloppes scellées au contenu accordé, et qui, en les ouvrant chacun de leur côté, découvrent des messages en harmonie, sans qu'aucune magie n'ait relié les deux ouvertures. Prends bien la mesure de la beauté de cette explication, car elle est séduisante, et pendant longtemps on a cru qu'on ne pourrait jamais trancher entre elle et l'autre. Reprends l'image des enveloppes, ou celle, plus classique encore, d'une paire de gants. J'ai une paire de gants, un gauche et un droit. J'en place un dans chaque boîte, sans regarder lequel, et j'expédie une boîte à l'autre bout du monde. Quand tu ouvres ta boîte et que tu trouves le gant gauche, tu sais à l'instant, sans le moindre mystère, que la boîte restée chez moi contient le gant droit. Nulle influence n'a voyagé, nul signal, nulle magie. Simplement, la réponse était fixée depuis le début, dès l'instant où j'ai réparti les gants. Ton savoir a changé d'un coup, oui, mais la réalité, elle, était déjà là. Voilà ce que voulait Einstein, que les particules fussent comme ces gants, porteuses de réponses préinscrites, et que la théorie quantique, en refusant de le voir, se contenta de décrire notre ignorance sans atteindre le fond des choses. Si cette explication était juste, alors il n'y avait aucune action fantôme, aucune non-séparation, aucun scandale, il y avait seulement une théorie inachevée, à laquelle il manquerait un jour le détail des variables cachées. Il faut te dire un mot de la manière dont ce débat se menait, car il a quelque chose de touchant, et qui donne à cette histoire son visage humain. Einstein et Bohr se retrouvaient, d'année en année, lors de grandes rencontres où les plus fins esprits de la physique venaient confronter leurs idées.
Là, dit-on, Einstein arrivait chaque matin avec une nouvelle objection, une petite expérience de pensée taillée avec finesse pour prendre la théorie quantique en défaut, pour montrer qu'elle se contredisait ou qu'elle laissait échapper quelque chose. Il proposait sa devinette au petit déjeuner, avec une malice tranquille, et Bohr, tout le jour durant, tournait et retournait le problème, jusqu'à ce qu'au soir, souvent, il eût trouvé la faille du raisonnement d'Einstein, la subtilité qui sauvait la théorie. Puis le lendemain, Einstein revenait avec une objection nouvelle, plus affûtée encore. Ce fut, pendant des années, un duel courtois et acharné entre deux hommes qui s'admiraient en profondeur, chacun cherchant non pas à humilier l'autre, mais à toucher, par lui, le vrai visage de la nature. Einstein ne renonça jamais tout à fait à son intuition. Il alla jusqu'à écrire qu'une théorie qui ne dirait rien de la réalité en dehors de nos mesures ne pouvait pas être le dernier mot de la physique. Bohr, de son côté, tenait que la question même n'avait pas de sens. Demander ce qu'est une particule quand nul ne la regarde, c'était, selon lui, poser une question vide, car une particule sans mesure n'a tout simplement pas de propriété à décrire. Et il faut rendre à Einstein cette justice, même s'il eut tort sur le fond. C'est en cherchant à démolir la théorie quantique qu'il en fit surgir le trait le plus profond. Et sans son objection, sans le raisonnement qu'il bâtit avec ses deux collègues, on n'aurait peut-être jamais regardé l'intrication en face, on ne se serait peut-être jamais avisé qu'elle recelait une énigme si redoutable. Ceux qui croient à une chose se contentent souvent de s'en servir. Il faut parfois un grand contradicteur pour en faire jaillir le mystère. Einstein voulait montrer une faille, et il a mis au jour, sans le vouloir, le cœur même de ce qu'il combattait. Voilà pourquoi son objection, loin d'avoir été effacée par le temps, est devenue l'un des piliers de la physique moderne, et pourquoi son nom demeure attaché, jusque dans les manuels d'aujourd'hui, à ce phénomène qu'il refusait d'admettre. Et pendant près de 30 ans, on en resta là, dans une sorte d'impasse. Car les deux visions, celle de Bohr et celle d'Einstein, prédisaient les mêmes résultats pour toutes les expériences qu'on savait alors imaginer. Que les réponses fussent inscrites d'avance dans les particules, ou qu'elles fussent décidées au moment de la mesure par une réalité commune non séparée, cela ne changeait rien à ce qu'on observait dans les cas connus. La querelle semblait donc échapper à jamais au tribunal de l'expérience, et n'être plus qu'affaire de goût, de philosophie, de préférence pour telle ou telle image du monde. Beaucoup de physiciens, lassés, décidèrent de ne plus se poser la question, de se servir de la théorie sans plus interroger son sens, puisqu'elle marchait à merveille. Le débat, disait-on, ne pouvait être tranché, autant l'oublier. C'est alors qu'un homme, un seul, trouva la clé que tous croyaient inexistante. Cet homme s'appelait John Bell. C'était un physicien irlandais discret, qui gagnait sa vie dans un grand laboratoire européen à travailler sur de tout autres sujets, et qui, sur son temps propre, par pure passion pour ces questions de fond que la plupart avaient délaissées, se prit à réfléchir au vieux débat entre Einstein et Bohr. Et il fit une découverte prodigieuse, l'une des plus profondes de toute la physique du XXe siècle, une découverte d'autant plus admirable qu'elle ne demandait, pour être comprise, presque aucune mathématique savante, seulement une logique implacable. Bell comprit que les deux visions, en réalité, ne prédisaient pas toujours les mêmes choses. Il existait des expériences, bien particulières, où l'idée des variables cachées et l'idée de la réalité non séparée conduisaient à des résultats différents, mesurables, distinguables. Il existait donc un moyen de trancher, non plus par la philosophie, mais par l'expérience, par le chiffre. C'était comme si l'on avait cru pendant des lustres qu'une question ne relevait que de l'opinion, et qu'un homme, soudain, montrait comment la porter devant les faits. Ce qui rend l'histoire de Bell plus belle encore, c'est qu'il n'était pas de ceux qui croyaient d'avance à la théorie quantique sur ce point. Au contraire, il avait au fond du cœur de la sympathie pour l'intuition d'Einstein. Il trouvait, lui aussi, quelque chose de choquant dans l'idée d'un monde sans réalité définie. Et il espérait presque, en bâtissant son test, montrer qu'une théorie plus sage, à variables cachées, restait possible. Il chercha avec droiture à donner sa chance à l'idée d'Einstein, et c'est en la poussant dans ses derniers retranchements qu'il découvrit, à son propre étonnement, qu'elle se heurtait à un mur. Il y a là une leçon sur la loyauté du savant. Bell ne truqua pas la question pour obtenir la réponse qui lui plaisait, il posa le problème avec droiture, et il accepta la réponse que la logique lui imposait, quand bien même elle contrariait son propre penchant. C'est cette droiture qui donne tout son poids à son résultat.
Laisse-moi à présent te faire toucher de plus près la logique de son test, car elle est si limpide qu'on peut la suivre pas à pas, sans rien connaître aux mathématiques. Reviens à nos deux photons intriqués, l'un chez toi, l'autre chez ton partenaire lointain, et imagine que chacun de vous dispose, sur son détecteur, non pas d'une seule orientation de mesure, mais de plusieurs boutons, disons 3, correspondant à 3 angles différents selon lesquels on peut interroger le photon. À chaque photon qui arrive, chacun de vous tourne son bouton au hasard, choisissant l'un des 3 angles sans se concerter avec l'autre, puis note ce que donne la mesure, un oui ou un non, un passage ou un arrêt. Vous répétez cela des milliers et des milliers de fois, chacun de son côté, avec vos choix d'angles tirés au sort et vos résultats notés. Puis vous vous retrouvez, vous mettez vos 2 carnets côte à côte et vous examinez, pour chaque paire de photons, quels angles vous aviez choisis et si vos réponses s'accordaient ou non. C'est de cette immense comptabilité que va sortir la vérité. Or voici le raisonnement de Bell, et suis-le bien, car il est le nœud de tout. Si les photons portaient en eux, dès leur naissance, une liste de réponses toutes prêtes, une réponse écrite d'avance pour chacun des 3 angles, alors ces réponses préinscrites, quelles qu'elles fussent, devraient obéir à une contrainte de simple logique, une sorte de règle de bon sens qui vaut pour toute collection d'objets dotés de propriétés fixées. Elle prend 3 qualités quelconques d'un ensemble de choses. Le simple fait de compter impose entre elles des rapports qu'on ne peut pas violer, des relations qui tiennent à la seule arithmétique. Bell montra que, dans le cas de nos photons à réponse préinscrite, la proportion des accords et des désaccords entre les 2 carnets devait rester en deçà d'une certaine borne, respecter une certaine inégalité, dictée par cette pure logique du dénombrement. Et il montra, dans le même souffle, que la théorie quantique, elle, prédit pour certains triplets d'angles bien choisis une proportion d'accords qui dépasse cette borne, qui franchit l'inégalité, qui devient plus forte que ne le tolérerait aucune liste de réponses écrites d'avance. Toute la beauté tient là. Une simple loi de comptage, opposée à la prédiction quantique, et entre les deux, un abîme mesurable. Il ne restait qu'à compter pour de bon, dans le monde réel, de quel côté de la borne tombaient les photons. Laisse-moi te faire sentir, sans une seule formule, en quoi consiste l'idée de Bell, car elle est d'une élégance qui mérite qu'on s'y attarde. Jusqu'ici, dans nos exemples, nous mesurions toujours les 2 photons de la même manière, selon la même orientation, et alors les 2 visions s'accordaient. Réponse préinscrite ou réalité commune, dans les 2 cas on trouvait un accord parfait entre les 2 particules. Le trait de génie de Bell fut de considérer ce qui se passe quand on mesure les 2 photons selon des orientations différentes, et non plus toujours la même, et surtout quand on choisit ces orientations au dernier moment, de manière imprévisible, en variant les angles d'une mesure à l'autre. Là, les choses se compliquent d'une manière délicieuse. Car si les réponses sont vraiment inscrites d'avance dans chaque photon, comme le voulait Einstein, alors chaque photon doit porter en lui une réponse toute prête pour chacune des orientations possibles selon lesquelles on pourrait le mesurer, une liste complète de réponses cachées, une pour chaque angle. Et Bell montra que, si tel était le cas, alors, en répétant l'expérience un très grand nombre de fois, en variant les angles et en tenant le compte des accords et des désaccords entre les 2 photons, la statistique de ces accords ne pouvait pas dépasser une certaine limite. Il y avait un plafond, un seuil que le degré de concordance ne pouvait franchir, si les réponses étaient bel et bien préinscrites et si aucune influence ne voyageait plus vite que la lumière. Ce plafond, on l'appelle aujourd'hui l'inégalité de Bell. Prends bien la portée de ce résultat, car c'est le pivot de toute notre histoire. Bell n'avait pas dit qui, d'Einstein ou de Bohr, avait raison. Il avait fait mieux, il avait montré comment le demander à la nature. Il avait traduit une querelle de philosophes en une prédiction chiffrée, opposée. D'un côté, si le monde est fait de particules séparées portant des réponses cachées, comme le pensait Einstein, alors la concordance mesurée doit rester en deçà du plafond, respecter l'inégalité. De l'autre, la théorie quantique, elle, prédit que pour certains choix d'orientation, la concordance dépasse ce plafond, viole l'inégalité, devient plus forte que ne le permettrait aucune réserve de réponse préinscrite. Les 2 visions ne pouvaient plus se cacher l'une derrière l'autre. L'une disait en deçà, l'autre disait au-delà. Il ne restait plus qu'à faire l'expérience et à regarder de quel côté du plafond tombait la réalité. Mais faire cette expérience était tout sauf simple, et c'est ici qu'entre en scène le 3e héros de notre récit, ou plutôt les 3 derniers, car ils furent plusieurs à relever le défi. Il fallait produire des paires de particules intriquées,
les envoyer chacune vers un détecteur éloigné, mesurer chacune selon des orientations qu'on ferait varier, et faire tout cela des dizaines de milliers de fois, avec une précision extrême, pour bâtir une statistique solide. Le premier à en approcher fut un physicien américain nommé John Clauser qui, dès le début des années 70, contre l'avis de nombreux aînés qui jugeaient ces questions haseuses, monta une première expérience et obtint des résultats penchant déjà du côté de la théorie quantique. Mais son montage souffrait d'imperfections, de failles par lesquelles un partisan des variables cachées pouvait encore se glisser pour sauver l'idée d'Einstein. Il fallait faire mieux. Ce fut l'œuvre d'un physicien français, Alain Aspect, qui, au début des années 80, dans un laboratoire de la région de Paris, conçut et réalisa une série d'expériences d'une finesse remarquable. Son idée maîtresse fut de fermer l'une des failles les plus sérieuses, celle-ci. On pouvait craindre que, d'une façon ou d'une autre, le choix de l'orientation d'un détecteur influençât en secret l'autre détecteur, ou la particule qui s'y rendait, par quelque signal ordinaire voyageant à la vitesse de la lumière ou en deçà. Pour couper court à ce soupçon, Aspect imagina de changer les orientations des détecteurs au tout dernier moment, alors que les photons étaient déjà en vol, déjà lancés vers leur destin, si tard qu'aucun signal parti d'un détecteur n'aurait le temps, même à la vitesse de la lumière, d'atteindre l'autre avant que les mesures ne soient faites. Ainsi, aucune entente ordinaire entre les deux côtés n'était plus concevable. Et le verdict tomba, net, sans ambiguïté. La concordance mesurée dépassait le plafond de Bell. L'inégalité était violée. La réalité tombait du côté de la théorie quantique, et non du côté des variables cachées d'Einstein. Prends un instant pour mesurer la prouesse que représentait un tel montage, car il est facile d'en parler en 3 phrases, mais il fallut des années de travail acharné pour le mener à bien. Il fallait produire, à la cadence, des paires de photons vraiment intriqués, ce qu'on obtenait en excitant des atomes choisis avec soin, qui, en retombant vers leur état de repos, crachaient d'un coup de grains de lumière jumeaux. Il fallait ensuite guider chacun de ces grains, à travers des lentilles et des filtres, vers un détecteur assez sensible pour saisir un unique photon, cette chose infime, ce plus petit paquet de lumière qui soit. Il fallait, surtout, changer l'orientation des mesures assez vite, alors que les photons étaient déjà en vol, ce qui demandait des dispositifs capables de basculer d'un angle à l'autre en une fraction de seconde, plus vite qu'un signal parti d'un côté n'aurait pu, même à la vitesse de la lumière, rejoindre l'autre. Et il fallait répéter tout cela des centaines de milliers de fois, en comptant chaque coïncidence, pour bâtir une statistique à laquelle nul ne put rien objecter. Ce n'était pas une expérience que l'on montait en un jour, c'était une œuvre de patience, où chaque détail comptait, où la moindre imperfection pouvait laisser une porte ouverte au doute. Que des hommes aient consacré tant d'ingéniosité à trancher une question qu'on tenait pour insoluble, voilà qui force le respect. Il faut aussi que tu comprennes bien pourquoi ce résultat comptait tant, au-delà même de la vieille querelle. Car ce que ces expériences mettaient en jeu, ce n'était pas un point de détail sur telle ou telle particule, mais la nature profonde du monde. Le réel est-il fait de choses séparées aux propriétés définies, comme nous le croyons tous d'instinct, ou bien recèle-t-il, à sa racine, une forme d'unité que l'espace ne rompt pas? Toute notre image ordinaire de l'univers, celle que nous ont léguée des siècles de science, reposait sur l'idée qu'on peut, en pensée, découper le monde en morceaux, étudier chaque morceau à part, et recomposer le tout à partir des parties. L'intrication vient dire que cette recette, si elle marche à merveille pour les ponts et les planètes, échoue au niveau le plus fin, là où 2 particules nées ensemble refusent de se laisser traiter comme 2. C'est cela qui se jouait sur ces tables d'optique, dans ces laboratoires silencieux. Rien de moins que la question de savoir si le monde est vraiment fait de parties séparables, ou s'il garde, sous la surface, une couture qu'on ne peut pas défaire. Il faut que tu goûtes ce moment, car il est l'un des plus grands de l'histoire de la pensée. Une question qu'on avait longtemps crue de pure métaphysique, une de ces questions dont on dit qu'elles n'ont pas de réponse, qu'elles ne dépendent que de la manière dont on choisit de voir le monde, cette question venait de recevoir une réponse expérimentale, arrachée à la nature par la mesure. Et cette réponse contredisait l'intuition la plus profonde, la plus chère, de l'homme qui avait par ailleurs le mieux compris l'univers. Einstein, qui n'était plus là pour le voir, avait eu tort sur ce point précis. Le monde n'est pas fait de particules séparées portant chacune ses réponses cachées. Il y a bel et bien, entre les particules intriquées, une forme de lien qui ne se laisse pas ramener à des instructions écrites d'avance, un lien qui défie l'idée de séparation.
Restaient pourtant, dans l'esprit des plus exigeants, quelques dernières échappatoires, de minuscules failles subsistantes par lesquelles un partisan acharné des variables cachées aurait pu, en se contorsionnant, tenter de sauver encore l'idée. Peut-être les détecteurs manquaient-ils trop de particules, n'en attrapant qu'une fraction, et peut-être cette fraction n'était-elle pas représentative. Peut-être le choix des orientations, même changé en cours de vol, n'était-il pas assez libre, assez imprévisible. Combler ces dernières fissures demanda encore des années d'ingéniosité et de patience, jusqu'à ce que, vers le milieu des années 2010, plusieurs équipes à travers le monde, aux Pays-Bas, dans la ville de Delft, mais aussi en Autriche, à Vienne, et ailleurs encore, parvinrent à réaliser ce qu'on appelle des expériences sans faille, où toutes les échappatoires étaient fermées en même temps, dans un seul et même dispositif. À Delft, on relia 2 laboratoires distants de plus d'1 kilomètre, et l'on referma d'un seul coup les brèches que les expériences antérieures avaient dû laisser ouvertes tour à tour. Le résultat, une fois plus, ne laissa aucune place au doute. L'inégalité de Bell était violée, la concordance dépassait le plafond, et l'idée d'un monde fait de particules séparées portant des réponses préinscrites était réfutée pour de bon. La nature avait tranché, et elle avait tranché contre la séparation. L'ingéniosité déployée pour ces dernières expériences mérite qu'on s'y attarde, car elle touche au sublime. À Delft, on n'intriqua pas de simples grains de lumière, mais 2 petits défauts logés au cœur de 2 diamants, 2 minuscules pièges à électrons nichés chacun dans son cristal, distants l'un de l'autre de plus d'1 kilomètre, aux 2 bouts du campus. Faire naître un lien d'intrication entre 2 objets si éloignés, et s'assurer qu'il était bien là avant de mesurer, tenait de l'exploit. On n'y parvenait qu'une fois de loin en loin, en guettant un signal annonçant que le lien venait de se nouer, et l'on ne comptait alors que ces cas-là, écartant du même coup le soupçon qu'on n'aurait retenu que les paires arrangeantes. Pour couper court à toute entente cachée entre les 2 côtés, on plaçait le choix des orientations sous la garde du hasard le plus pur, et l'on veillait à ce que les 2 mesures fussent faites en des lieux et des instants tels qu'aucune information, même filant à la vitesse de la lumière, n'eût pu passer de l'une à l'autre à temps pour les accorder en douce. Toutes ces précautions, prises ensemble, dans un seul dispositif, fermaient d'un coup les portes que les expériences d'avant avaient dû condamner l'une après l'autre. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus de recoin où l'idée d'Einstein aurait pu se réfugier. Et d'autres équipes, à Vienne, aux États-Unis, confirmèrent la même année, par des voies différentes, le même verdict implacable. Songe à ce cas d'admirable selon cheminement, qui court sur près d'1 siècle. Une intuition d'abord, celle d'un Einstein troublé, qui flaire une énigme et bâtit une objection. Puis un silence, presque 30 ans, où l'on croit la question sans réponse. Puis un homme discret, Bell, qui trouve la clé qu'on disait inexistante. Puis des expérimentateurs qui, contre le scepticisme de leur père, prennent la question au sérieux et se donnent les moyens de la trancher. Closer d'abord, Aspect ensuite, et bien d'autres après eux, jusqu'au montage sans faille de notre époque. Chaque génération a resserré l'étau, comblé une brèche, gagné en certitude. Et au bout de ce siècle de patience, une des plus vieilles questions sur la nature du réel, une question qu'on aurait pu croire vouée à rester à jamais matière à dispute, a reçu une réponse aussi ferme qu'aucune loi de la physique. C'est une belle histoire, au fond, que celle de cette énigme portée de main en main à travers les décennies, jusqu'à ce qu'elle rende, enfin, son secret. Pour honorer cette longue quête, qui avait commencé dans le doute et le mépris de beaucoup, et qui s'était achevée dans la certitude, la plus haute récompense scientifique fut décernée, en l'an 2022, à 3 de ceux qui l'avaient portée. Alain Aspect, John Closer et Anton Zeilinger, ce dernier ayant, à Vienne, poussé très loin l'étude et l'usage de l'intrication. On les honorait pour avoir, par leurs expériences sur les particules intriquées, établi la violation des inégalités de Bell et ouvert la voie à une nouvelle science de l'information. Ce qui n'avait été, pour Einstein, qu'un argument destiné à montrer une faille, était devenu le socle d'un domaine entier de la physique. Il y a, dans ce renversement, quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête, car il en dit long sur la façon dont la science avance. Pendant des décennies, s'intéresser aux fondements de la théorie quantique, se demander ce qu'elle disait vraiment du réel, passait pour une occupation vaine, presque un manque de sérieux, une rêverie de philosophe dont un physicien pressé devait se détourner. On répétait aux jeunes chercheurs de se taire et de calculer, de se servir de la théorie sans en questionner le sens, puisqu'elle marchait. Ceux qui, comme Bell, comme Closer,
s'obstiner à poser les vieilles questions le faisaient souvent sur leur temps propre, à la dérobée, au risque de leur carrière. Et voilà que ces questions dédaignées, ces songeries qu'on jugeait stériles, ont fini par donner naissance à toute une science neuve, celle de l'information quantique, avec ses machines, ses codes secrets, ses promesses, et par valoir à ceux qui les avaient portés la plus haute des récompenses. La leçon est belle et vaut d'être emportée dans le sommeil. Ce qu'une époque tient pour une question oiseuse peut se révéler, à la suivante, la porte d'un monde nouveau. Il n'est pas de curiosité vraiment inutile, et les rêveries d'aujourd'hui sont parfois les fondations de demain. Le doute d'Einstein, qu'on aurait pu croire enterré avec lui, aura mis un siècle à porter ses fruits, mais ces fruits, nous commençons à peine à les cueillir. Maintenant, je dois m'arrêter avec toi sur un point de la plus haute importance, un point qu'il faut comprendre avec soin, car c'est là que se glissent tant de fausses idées, tant de rêves séduisants mais faux qu'on entend répéter un peu partout. Puisque mesurer un photon fixe à l'instant même l'état de son jumeau lointain, ne pourrait-on pas s'en servir pour envoyer un message d'un bout à l'autre de l'univers sans le moindre délai, plus vite que la lumière, comme par un téléphone magique qui ferait fi de toute distance? La réponse, et il faut que tu la retiennes bien, est non. L'intrication ne permet pas d'envoyer le moindre message, la moindre information utilisable, plus vite que la lumière. Elle ne le permet pas. Ce n'est pas une limite de notre technique, quelque chose qu'on saura contourner demain avec de meilleurs appareils. C'est interdit par le cœur même de la théorie, et cette interdiction est aussi solide que le phénomène lui-même. Voyons pourquoi, car la raison en est belle et subtile. Souviens-toi que le résultat de ta mesure, à toi, est livré au pur hasard. Quand tu mesures ton photon, tu obtiens un résultat au petit bonheur, que tu ne choisis pas, que tu ne contrôles pas, que tu ne peux pas fixer à ta guise. Tu vois passer, chez toi, une suite de réponses tirées au sort, sans ordre, sans motif que tu puisses y imposer. De son côté, à l'autre bout, ton partenaire lointain qui mesure son propre photon voit lui aussi défiler une suite de réponses tirées au sort, tout aussi désordonnées, tout aussi imprévisibles. Chacun de vous deux, en regardant seulement ses propres résultats, ne voit qu'un pur hasard, une pluie de réponses aléatoires où rien ne se dessine. Rien, dans ce que reçoit ton partenaire, ne change selon que tu mesures ou non, ni selon l'orientation que tu choisis pour ta mesure. De son seul côté, il ne peut deviner ce que tu fais. Le lien de l'intrication ne se révèle qu'après coup, lorsque vous rapprochez vos deux listes de résultats, quand vous les comparez ligne à ligne. C'est alors, et alors seulement, que la merveille apparaît. Vos réponses, désordonnées chacune de son côté, se trouvent accordées entre elles selon la loi de leur intrication. Mais pour comparer vos listes, il vous faut vous parler, vous envoyer vos résultats par un moyen ordinaire, une lettre, un appel, un signal qui, lui, ne va pas plus vite que la lumière. Sans ce canal ordinaire, l'accord reste invisible, enfoui dans le hasard. L'intrication, à elle seule, ne transporte donc aucun message. Elle tisse une corrélation secrète que rien ne dévoile tant qu'on n'a pas échangé, à la vitesse ordinaire, la clé qui permet de la lire. C'est une chose délicate, et si tu la sens t'échapper, laisse-moi te la redire d'une autre façon, car elle est trop importante pour qu'on la survole. Imagine que chacun de vous deux reçoive, jour après jour, une longue suite de piles et de faces, tirées d'une pièce lancée au hasard. Toi ici, ton ami au loin. Chacun, en regardant sa propre suite, n'y voit rien que du hasard sans figure. Impossible d'y lire un message, puisque personne ne peut décider ce qui va tomber. Mais voici la magie cachée. Si vous vous retrouvez plus tard et que vous posez vos deux suites côte à côte, vous découvrez qu'elles s'accordent d'une manière qu'aucun hasard ordinaire, aucune entente préalable, ne pourrait produire. L'accord est réel, plus fort que tout ce que permettrait le monde séparé d'Einstein. Et pourtant, tant que vous n'avez pas rapproché vos feuilles, aucun de vous n'a rien pu apprendre de l'autre. Voilà le double visage de l'intrication, une corrélation plus profonde que tout ce que le sens commun autorise, et en même temps l'impossibilité de s'en servir pour souffler à distance le moindre mot. Le monde nous permet d'être liés au-delà de la séparation, mais il nous interdit d'exploiter ce lien pour tricher avec la vitesse de la lumière. Les deux vont ensemble, et c'est cette délicate cohabitation qui fait que l'intrication, si étrange soit-elle, ne contredit pas la grande loi d'Einstein sur la vitesse limite. Alors, me diras-tu, si ce lien ne peut servir à parler plus vite que la lumière, à quoi peut-il bien servir? Car la nature, à ce qu'il semble,
nous a offert là une merveille dont elle nous interdit l'usage le plus rêvé. Et pourtant, l'intrication est loin d'être inutile. Elle est même en train de devenir l'un des outils les plus précieux de la science naissante de l'information quantique. Laisse-moi t'en montrer 3 usages, qui te feront comprendre pourquoi tant de laboratoires, aujourd'hui, s'emploient à maîtriser ce lien fragile. Le premier de ces usages est la protection des secrets, ce qu'on nomme la cryptographie quantique. Depuis que les hommes s'écrivent, ils cherchent à cacher leurs messages des regards indiscrets, et depuis toujours, les curieux cherchent à percer ces secrets. Or l'intrication offre une manière de partager entre 2 personnes une clé secrète, une suite de nombres connus d'eux seuls, avec une sûreté que ne garantit aucun cadenas ordinaire. Le principe en est admirable. Rappelle-toi qu'on ne peut mesurer une particule quantique sans, du même geste, la perturber, sans détruire sa fragile superposition. Si donc 2 correspondants se partagent une clé au moyen de particules intriquées, et qu'un espion tente de s'y glisser pour l'intercepter, il ne peut le faire sans mesurer les particules, et il ne peut les mesurer sans laisser une trace, sans briser les corrélations d'une manière que les 2 correspondants sauront déceler en comparant une part de leurs résultats. L'espion ne peut donc écouter sans se trahir. C'est comme si l'on possédait une lettre qui garderait la mémoire de tout regard posé sur elle, et qui dirait à son destinataire « Quelqu'un m'a lu avant toi ». Ce n'est plus un rêve. De telles clés quantiques ont déjà été échangées entre des villes distantes, et même, grâce à un satellite, entre le sol et l'espace. Le deuxième usage, plus vaste encore, est celui des ordinateurs quantiques, ces machines d'un genre nouveau qui tirent leur puissance des lois mêmes que nous explorons cette nuit. Un ordinateur ordinaire, celui sur lequel tu lis peut-être ces mots, travaille avec des éléments qui valent 0 ou 1, l'un ou l'autre, jamais les 2. Un ordinateur quantique, lui, travaille avec des éléments qui peuvent se trouver en superposition de 0 et de 1 à la fois, et surtout qui peuvent être intriqués les uns avec les autres, tissés ensemble en un seul état entrelacé. Grâce à cette intrication, un tel ordinateur peut, pour certains problèmes bien choisis, explorer d'un seul mouvement un nombre immense de possibilités que la machine ordinaire devrait examiner une à une, et résoudre ainsi, en principe, en un temps raisonnable, des questions qui laisseraient nos calculateurs les plus puissants s'épuiser pendant des durées plus longues que l'âge de l'univers. On n'en est encore qu'au commencement. Ces machines sont fragiles, difficiles à garder stables, car l'intrication est un état délicat qui se défait au moindre contact avec le monde extérieur. Mais le principe est là, et l'intrication en est le cœur battant. Sans elle, l'ordinateur quantique ne serait qu'une curiosité sans force. Le troisième usage porte un nom qui te fera peut-être sursauter, car les compteurs en ont abusé, la téléportation quantique. Mais chasse aussitôt de ton esprit les images des récits d'aventure, où un corps se dématérialise ici pour réapparaître là-bas. Il n'en est rien. La téléportation quantique ne transporte aucune matière, aucun atome, aucun corps, elle ne déplace rien de solide d'un point à un autre. Ce qu'elle transfère, c'est un état, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés quantiques d'une particule, cette configuration fragile et indéfinie qu'on ne peut ni lire ni copier sans la détruire. Grâce à une paire de particules intriquées partagées entre 2 endroits, on peut faire passer l'état complet d'une particule d'ici vers une particule de là-bas, de telle sorte que la particule lointaine se retrouve dans l'état exact qu'avait la première, tandis que celle de départ, elle, perd cet état. Rien à voyager de solide. Seule s'est transmise une forme, une information quantique. Et surtout, retiens ceci, car c'est le même garde-fou que tout à l'heure. Cette téléportation ne va pas plus vite que la lumière. Elle exige, pour s'accomplir, qu'on envoie aussi, par un canal ordinaire, un petit complément d'information sans lequel la particule lointaine ne saurait dans quel état se mettre. Sans ce message ordinaire, lent, contraint par la vitesse de la lumière, la téléportation reste inachevée. Là encore, l'intrication offre une merveille, mais sans jamais nous laisser tricher avec la grande loi. À ce point de notre voyage, une question a dû monter en toi, et je ne veux pas la laisser sans réponse, car elle est de celles qui empêchent parfois de trouver le sommeil. Si le monde, à sa racine, est cousu d'intrication, si les particules qui se touchent se lient et se mêlent, si la superposition est la règle plutôt que l'exception, alors pourquoi le monde de tous les jours nous paraît-il si sage, si net, si bien découpé en objets séparés aux propriétés définies? Pourquoi ne voyons-nous jamais une chaise dans 2 endroits à la fois, un chat à demi vivant, une bille passant par 2 fentes?
Pourquoi cette étrangeté quantique reste-t-elle tapie dans le monde des atomes, sans jamais remonter jusqu'à nous? La réponse porte un mot un peu savant, la décohérence, et elle est l'une des plus belles idées de la physique récente, celle qui réconcilie le monde étrange des particules avec le monde tranquille de notre expérience. Voici l'affaire, comptez sans hâte. Une superposition, une intrication franche, sont des états d'une fragilité extrême. Ils ne tiennent que dans l'isolement, tant que la particule reste à l'écart du reste du monde, sans échanger avec lui. Mais une particule n'est presque jamais seule. À chaque instant, elle est bousculée par la lumière ambiante, par la chaleur, par les innombrables autres particules qui l'entourent, et à chacun de ces contacts, comme nous l'avons vu, elle s'intrique un peu avec ce qu'elle touche. Or, à mesure qu'un objet s'intrique avec son environnement immense, avec ces milliards de particules qui composent l'air, les parois, la lumière, sa belle superposition ne disparaît pas vraiment. Mais elle se dilue, elle se répand dans cet océan. Elle s'en mêle si bien au reste du monde qu'on ne peut plus la ressaisir, plus la voir, plus en tirer aucune figure d'interférence. La délicate cohérence qui faisait toute l'étrangeté se noie dans le grand tout, et il ne reste, à nos yeux, qu'un objet bien ordinaire, ici ou là, dans un état ou dans un autre. C'est pourquoi les objets gros, faits d'un nombre fou de particules et sans cesse en contact avec le monde, ne montrent jamais leur face quantique. Elle est là, en droit, mais aussitôt noyée, aussitôt effacée par la foule de leurs échanges. Voilà pourquoi il faut tant de soins, tant d'isolement, tant de froid parfois, pour garder deux particules intriquées. On lutte contre cette dilution, on tâche de préserver un fil ténu contre tout ce qui, dans le monde, conspire à le rompre. Le quantique n'est pas absent de notre monde, il y est partout, mais si vite dilué qu'il nous demeure invisible. Et cette pensée a quelque chose d'apaisant, l'étrangeté n'est pas une exception rare, c'est le fond des choses, seulement voilé par l'abondance même du réel. Maintenant que tu as vu ce que l'intrication permet et ce qu'elle interdit, revenons, dans le calme de la nuit, à ce qu'elle nous dit du monde, car c'est là que se cache le plus profond vertige, celui qui a hanté Einstein et qui continue de tenir en éveil les esprits les plus pénétrants. Que faut-il donc penser de la réalité, pour qu'un tel lien soit possible? Les expériences de Bell, d'Aspect, et de tous ceux qui ont suivi, nous ont appris une chose difficile, une chose qu'il faut porter avec prudence, car elle touche au fondement de notre image du monde. Elles nous ont appris que l'on ne peut pas, à la fois, tenir pour vrai que les particules portent des réponses préinscrites, définies avant toute mesure, et tenir pour vrai qu'aucune influence ne relie l'instant même les événements distants. Il faut renoncer à l'une de ces deux croyances, ou aux deux. Le monde n'est pas, ne peut pas être, à la fois fait de choses aux propriétés bien fixées d'avance et respectueux d'une stricte séparation entre le lointain et l'ici. L'une de ces deux idées, si chère à notre sens commun, doit céder. C'est pourquoi l'on dit que la réalité quantique n'est pas locale, au sens ancien du mot, ce mot qui voulait dire que chaque chose n'est affectée que par ce qui la touche de proche en proche, et que rien de lointain ne peut agir sur elle dans l'instant. La non-localité, tel est le nom savant de ce vertige. Elle ne signifie pas, prends y garde, qu'on puisse envoyer des signaux instantanés, nous avons vu que non, elle signifie que le monde, dans son tissu le plus fin, ne se laisse pas découper en morceaux séparés qui n'auraient chacun que leur propre réalité bien à eux. Deux particules intriquées, si loin qu'on les emmène, demeure un seul être, une seule réalité qui ne connaît pas la distance comme nous la connaissons, une réalité que l'espace n'a pas le pouvoir de trancher en deux. Ce n'est pas qu'un signal court de l'une à l'autre, c'est qu'elles n'ont jamais tout à fait cessé d'être une. L'espace, cet espace qui nous semble séparer d'un trait si net les choses, ne les sépare pas au fond. Il les tient à distance sans les délier. Et jusqu'où, te demandes-tu peut-être, s'étend ce lien? Y a-t-il une distance au-delà de laquelle ils seront prêts, une portée maximale à l'intrication? À notre connaissance, non. Rien, dans la théorie, ne fixe de limite à l'éloignement que peuvent supporter deux particules intriquées. Et les expérimentateurs ont voulu voir jusqu'où ils pouvaient pousser. On a d'abord relié des laboratoires distants de quelques kilomètres, puis de dizaines de kilomètres, en faisant courir les photons dans des fibres de verre. Puis, un jour, on a osé le ciel. On a lancé un satellite chargé de fabriquer des paires de photons intriqués, et de les expédier vers deux stations posées au sol, très loin l'une de l'autre, séparées par plus de 1000 kilomètres. Et là-haut, à des centaines de kilomètres d'altitude,
La petite machine crachait ses paires de grains jumeaux vers la terre, l'un vers un point du monde, l'autre vers un autre, et l'on retrouvait, en bas, la même corrélation impossible, le même accord plus fort que ne l'autorise le monde séparé. Imagine cela, dans le silence de la nuit, deux grains de lumière, nés ensemble à bord d'un satellite qui file au-dessus des nuages, plongeant chacun vers un coin différent de la planète, et gardant, malgré ces 1000 kilomètres qui les écartent, leur unité secrète, leur destin noué. Le lien tient, à cette échelle-là aussi. La couture du réel court sous les continents. Laisse cette image te porter un moment, sans que tu cherches à tout comprendre, car il n'est plus nécessaire de comprendre, à cette heure. Il te suffit de te laisser toucher par l'étrangeté douce de la chose. Quelque part au-dessus de ta tête, en ce moment même, d'innombrables particules jouent cette danse liée, s'intriquent et se dénouent, tissent et défont les fils invisibles qui parcourent le monde. Tu n'as rien à faire de tout cela. Tu peux le laisser être, comme on laisse être le bruit lointain de la mer. La science, ce soir, ne te demande aucun effort. Elle t'offre seulement une image du monde plus profonde, plus tendre, plus unie que celle que tu croyais connaître, et tu peux te reposer contre elle comme contre une présence amie. Et le débat qu'Einstein avait ouvert n'est pas clos pour autant, car s'il a eu tort sur un point, celui des variables cachées séparées, la question qu'il posait, elle, demeure ouverte et vive. Il demandait, la théorie quantique décrit-elle la réalité tout entière, ou nous cache-t-elle un plancher plus fondamental? Il pensait qu'une théorie complète devait attribuer à chaque chose des propriétés définies sans dépendre de nos regards. Les expériences lui ont retiré la version la plus simple de cet espoir. Mais elles n'ont pas dit le dernier mot sur ce qu'est vraiment le réel. Certains physiciens ont conclu que les propriétés n'existent tout simplement pas avant la mesure, que le monde reste indéfini tant qu'on ne l'interroge pas. D'autres préfèrent renoncer à la séparation plutôt qu'à la réalité, et acceptent une forme de non-localité au fondement des choses. D'autres encore imaginent des tableaux plus étranges du monde. Ce que nul ne conteste plus, en revanche, c'est le fait brut, le fait mesuré. L'intrication est réelle, les corrélations sont là, plus fortes que ne l'autorise le monde séparé de notre intuition. Sur ce socle de faits, chacun bâtit ensuite le sens qu'il peut, et le mystère, loin de s'être dissipé, s'est seulement déplacé, approfondi, rendu plus précis. Il y a, dans tout cela, une leçon qui dépasse la physique, et sur laquelle je voudrais que tu te reposes un moment, à mesure que la nuit avance. Nous croyons si volontiers que les choses séparées dans l'espace sont vraiment séparées, sans lien, chacune enfermée dans son coin, et que seule une chaîne de contact, de proche en proche, peut les relier. C'est ainsi que nous voyons le monde, et souvent que nous nous voyons nous-mêmes, comme des îlots séparés par le vide. Or la nature, dans son tissu le plus intime, nous murmure autre chose. Elle nous dit que deux fragments du monde, nés ensemble, peuvent rester unis d'une unité que la distance ne défait pas, que l'éloignement dans l'espace n'est pas toujours une rupture, et que ce que nous prenions pour des choses bien séparées peut n'être, au fond, qu'un seul être partagé en apparence. Ce n'est pas là une parole de poète, c'est un fait de laboratoire, mesuré, vérifié, honoré des plus hautes distinctions. Le réel est plus tissé, plus continu, plus indivis que nos yeux ne le laissent croire. Songe un instant à d'où viennent les particules qui composent ton propre corps, celles de l'air que tu respires, celles de la lumière des étoiles qui te parvient. Toutes sont nées, en fin de compte, d'un passé commun, d'un même immense événement au commencement de toute chose, puis des fournaises des étoiles où la matière s'est forgée. Le monde entier partage une origine unique. On ne saurait dire, bien sûr, que tout y demeure intriqué au sens strict, car ces liens fragiles se défont sans cesse au contact du monde, et l'intrication franche entre deux particules lointaines est chose rare et précieuse, qu'il faut préparer avec un soin extrême. Mais l'image, elle, garde sa force et sa douceur. Nous venons d'un tout, et la séparation nette que nous croyons voir partout n'est peut-être qu'une surface, sous laquelle le réel reste plus lié qu'il n'y paraît. Il y a de quoi apaiser une âme, dans cette pensée, quand vient la nuit et que le silence se fait. Reprenons, une dernière fois, le fil de cette histoire, pour que tu l'emportes clair dans ton sommeil. Il était une fois deux particules nées ensemble, unies par ce lien qu'on nomme l'intrication, d'un lien si serré que mesurer l'une révélait l'état accordé de l'autre, si loin fût-elle. Einstein vit là une action fantôme à distance, une chose trop étrange pour être vraie, et pensa que les particules devaient porter,
cachées en elle, des réponses écrites d'avance. Belle trouva le moyen de départager les deux visions, en montrant qu'elle ne prédisait pas la même chose lorsqu'on variait les orientations des mesures. Closer, Aspect, puis Eilinguet et bien d'autres firent l'expérience, avec une patience et une adresse admirables, jusqu'à fermer toutes les échappatoires. Et la nature trancha, contre les réponses préinscrites, contre la séparation stricte, en faveur de ce lien profond que rien de classique n'explique. Mais ce lien, si étrange soit-il, ne permet d'envoyer aucun message plus vite que la lumière, car chaque mesure ne livre qu'un pur hasard, et l'accord ne se révèle qu'après qu'on a comparé les résultats par un canal ordinaire. De cette merveille contenue, les hommes ont tiré des moyens de garder leur secret, de bâtir des machines d'un type nouveau, et de transférer l'état d'une particule à une autre sans rien déplacer de solide. Voilà toute l'histoire, dans sa nudité, et elle demeure l'un des plus beaux mystères que la science ait su à la fois éclairer et respecter. À présent, laisse cette pensée se poser en toi comme se pose la nuit sur le monde. Tu es allongé, ton corps au repos, dans la douceur de ta chambre, et autour de toi tout semble bien séparé, bien tranquille, chaque chose à sa place, le mur, la fenêtre, la faible lueur au bord des rideaux. Et pourtant, si la physique dit vrai, cette séparation si nette n'est qu'une des faces du réel, la face que nos sens sont faits pour voir. Sous elle court une autre vérité, plus tendre, où les choses nées ensemble restent liées par-delà l'espace, où le lointain n'est pas tout à fait coupé de l'ici. Tu peux te reposer sur cette idée comme sur un lit profond. Tu n'es pas un îlot perdu dans le vide, mais un fragment d'un tout qui ne s'est jamais tout à fait défait. Les atomes de ton corps ont partagé, au commencement, l'histoire de toutes les étoiles, et quelque chose de cette parenté demeure, tissée dans la trame du monde. Laisse ton souffle aller et venir à son allure, sans que tu aies à t'en occuper, l'air qui entre et l'air qui repart, comme une marée douce que rien ne presse. Laisse tes pensées, elles aussi, se dénouer sans effort, se défaire de leurs liens du jour comme se défont, au contact du monde, les intrications trop fragiles. Il n'y a rien à retenir, rien à comprendre encore, rien à décider, la nuit ne demande rien. Le grand débat des physiciens peut attendre demain. Les particules, là-haut et tout autour, continueront sans toi leur danse liée. Tu peux relâcher ta vigilance, confier ton corps au matelas qui le porte, et laisser le sommeil venir comme vient l'aube, sans qu'on ait à l'appeler. Le monde est plus uni qu'il n'en a l'air, et cette nuit, tu en fais partie, relié à tout par cette même étoffe indivise dont les savants, avec tant de patience, ont surpris le secret. Repose-toi, à présent. Laisse la distance entre les choses s'adoucir, laisse le lointain et le proche se confondre dans le brouillard tendre du sommeil, et abandonne-toi à ce grand tout tranquille dont n'a jamais cessé d'être une part. Bonne nuit.